Les Autrichiens sont les nouveaux rois de la Formule 1 et ils avaient un grand prix ce week-end du côté de Spielberg. On va tout de suite le débriefer. C'était la 9e manche du championnat du monde de Formule 1. Et pour en parler, la crème de ce qui se fait de mieux pour parler Formule 1 en France, monsieur Hamza Rahmani, monsieur Brice Germain. Ça va les gars ? Ça va. Ah écoute, attends, si toi t'es bas, faut que je relève le niveau. Ça va et toi ? Ouais, j'aime bien quand on met du punch comme ça d'entrée de jeu dans cette émission. Vous avez passé un bon week-end, vous aimez l'Autriche, je le sais. On a passé un très très long dimanche, plus long que prévu. Oui, ça c'est vrai. Travailler sur l'émission. J'ai eu peur qu'on n'ait pas de classement à vous présenter aujourd'hui pour ce débrief. Hein. Voilà. Moi, je pense surtout à celui qui n'a plus Twitter depuis, allez, je sais pas, disons 20 heures, qui est parti au cinéma, qui n'a pas pu voir sur Internet les résultats sur les différents sites. Parce qu'il avait vu et plus qui de 600 tweets. Et qui regarde, exactement, merci Elon Musk, on lui passe le bonjour, je dirais pas tout ce que je pense de cette personne, de cet individu, et qui regarde directement le débrief ce matin, qui s'est levé tôt pour aller travailler, et qui voit un classement totalement différent que ce qu'il avait vu au sortir de ce formidable GP. Exactement. 14 changements de place sur 19 pilotes à l'arrivée, mais ça, on va en parler bien sûr dans quelques instants. Les gars, je voulais qu'on commence cette émission par une pensée. Il y a eu malheureusement un drame en FRECA. C'était bien sûr samedi avec le décès de Dilano Vanthof, le pilote de MP Motorsport qui est malheureusement décédé dans des tristes circonstances, en haut de l'eau rouge, des circonstances qui nous rappellent aussi également le triste accident de Antoine Hubert. On avait une pensée bien sûr pour tous les pilotes FRECA. On en fréquente en plus quelques-uns et on avait une pensée surtout pour la famille MP Motorsport et la famille bien sûr de Dilano Vanthof. Une fois qu'on a dit ça, on va quand même s'intéresser à la Formule 1, à l'actualité bien sûr de ce lundi matin et les 4 enseignements à l'arrivée de ce Grand Prix d'Autriche. On les découvre ensemble avec pour ouvrir cette affaire de limite de piste qui nous a tenus en haleine tout au long de la nuit. On parlera aussi également de Ferrari. Ferrari a gagné un Grand Prix les gars, mais le Grand Prix de Formule 1.5, on y reviendra bien évidemment. Mercedes et Aston ont-ils sauvé la tête de Checo Pérez ? Et puis attention Alpine, McLaren semble être de retour. Voilà les 4 sujets dont on va parler tout au long de cette émission. On lance le débrief. Je sais que vous êtes prêts, vous en avez hâte d'en découdre. On vous attend bien sûr en commentaire. On vous rappelle que cette émission est aussi disponible en podcast si vous voulez la réécouter sans avoir l'image. Quel triste choix, mais c'est pas grave, on vous respecte. Allez, le débrief. Et avant d'attaquer le débrief et les premiers enseignements, jetons un coup d'œil les gars au classement définitif quand même de ce Grand Prix d'Autriche. Alors désolé pour la qualité de l'illustration, mais on est allé fouiller tout au fond des documents de la Formula 1. Max Verstappen donc qui dépasse Ayrton Senna au palmarès des vainqueurs de Grand Prix, 42e victoire. Charles Leclerc qui assure le 800e podium de Ferrari. Retour sur le podium aussi pour Sergio Pérez. Lando Norris réalise son meilleur résultat en carrière et on notera que Fernando Alonso a gagné des places. Carlos Sainz en a perdu. George Russell devant Lewis Hamilton qui a été déclassé, qui a repris des pénalités bien sûr à l'issue de cette course. On signalera que Lance Stroll a mis 2 points et que Pierre Gasly a mis uniquement 1 point pour l'écurie Alpine. On attaque tout de suite justement sur cette affaire de track limit les gars. Elle nous a tenus en haleine tout au long de la soirée. Ce classement bouleversé 5 heures après l'arrivée de la course suite à une réclamation d'Aston Martin puisque des pilotes n'avaient pas respecté les limites de piste et surtout ils n'avaient pas été sanctionnés pendant la course. La FIA justement qui a dû revoir plusieurs moves entre le virage 9 et le virage 10. 100 temps au tour avaient été déjà supprimés pendant la course. 8 pilotes, avaient été pénalisés justement pendant cette course et après la course, donc suite à la réclamation d'Aston Martin, 1200 cas ont été examinés, ce qui a donné 83 autres tours annulés, 12 pénalités pour 8 pilotes, 14 positions donc qui ont changé sur le classement qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et on va le dire aussi, ça suit une certaine constante puisque 3 fois plus de tours avaient été annulés en qualification cette saison par rapport à 2022. Ça explique aussi également les écarts un petit peu resserrés dans le peloton. L'autre question qu'il faudra aborder à travers ce premier enseignement, c'est maintenant on fait quoi ? Parce que ça a été un petit peu la honte quand même, ce qui s'est passé. Peut-être une preuve aussi également, un arrière-goût d'amateurisme. La FIA parle d'une situation sans précédent. Toutes les infractions n'ont pas pu être examinées pendant la course. Voilà le communiqué justement après l'arrivée du Grand Prix d'Autriche. La FIA qui renouvelle d'ailleurs sa préconisation. Ils veulent mettre un bac à sable
au virage 9 et 10 pour éviter justement que les pilotes aillent trop loin. Est-ce qu'on pourrait pas, d'un point de vue technologique, trouver une autre solution? Pourquoi pas un système de capteurs à mettre en place pour voir automatiquement si les pilotes ont dépassé ou pas? Et puis il y a aussi également, on l'a vu hier sur les réseaux, beaucoup de suiveurs qui disent après tout, les pilotes sont sanctionnés in fine, il y a cas de justice, donc ça nous pose pas forcément de problème. Comment vous vous situez les gars par rapport à ce qui s'est passé hier? Il y a forcément un problème à partir du moment où le classement évolue 5 heures après. Ça veut dire que la course est conclue à 16h28 et qu'à 21h30, on a un communiqué qui nous annonce 14 changements de position sur 19, ce qui est évidemment monstrueux. Qu'on nous annonce des pénalités qui n'ont pas été données, qui ont été oubliées, qui n'ont pas pu être appliquées pendant la course, ce qui pose un véritable problème d'équité, puisque d'autres pilotes ont été sanctionnés pendant la course, ce qui veut dire que certains pilotes sanctionnés pendant la course ont pu calquer leur stratégie ou adapter leur stratégie, adapter leur rythme de course en fonction justement de cette pénalité. Et puis il y en a d'autres, et il y en a certains qui ont perdu des positions pour quelques dixièmes. Carlos Sainz, par exemple, qui perd une place à Fernando Alonso pour à peine une seconde. Il aurait pu terminer 5e s'il avait su la pénalité en amont. Il aurait certainement haussé son rythme et il aurait pu finalement ne perdre qu'une seule position. C'est pareil pour Lewis Hamilton qui termine avec 9 secondes d'avance sur George Russell et qui du coup, il lui manquait 8 dixièmes pour conserver sa position. Donc déjà, premièrement, il y a un réel problème d'équité. Alors, aujourd'hui, ça semble pas dramatique parce qu'on est au 8, 9, 10e rendez-vous de la saison. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, on est en milieu de saison, le championnat. Ça arrivera à Abu Dhabi, ouais. Le championnat, bon, au final, on connaît le vainqueur. Effectivement, Brice, si ça avait été à Abu Dhabi, en toute fin de saison, avec un titre qui se joue dans les instances, on se souvient d'Abu Dhabi 2021, le scandale et la honte pour le sport que ça a été. Si on se retrouve sur un scénario identique avec un sport qui devient... Enfin, les principaux protagonistes de ce sport, ce sont 1, les pilotes, 2, les machines, les voitures, ceux qui font les machines, mais on est dans le domaine du sportif. À partir du moment où le sport, on parle de Formule 1, mais peu importe le sport finalement, devient un sport de bureau, un sport bureaucratique, j'ai envie de te dire que le sport a perdu et le sport, en tout cas en Autriche, a perdu. Rassure-toi Hamza, cette année le titre ne se jouera pas à Abu Dhabi, il se jouera beaucoup plus tôt normalement. En ce qui concerne les track limits, effectivement ce qu'a dit Hamza est juste... Tout le week-end, j'ai été défenseur de ces track limits en me disant non, mais attendez, pour une fois qu'on a une règle qui est claire. Il y a 1 million de règles qui sont pas claires. Celle-là, elle l'est. Tu dépasses pas la ligne blanche. Tu dépasses. Et sur ce point, tu as totalement raison. La règle, elle est claire. Tout le monde la connaît avant. Même nous, téléspectateurs, nous connaissons cette règle. Donc c'est pour ça pourquoi je rejoins un petit peu Brice sur cet aspect-là. Mais après, moi, tout le week-end, je me suis dit, mais pourquoi diable vont-ils dehors, tu vois? Alors effectivement, la typologie du virage fait que descente, dévers, avec la force centripète qui t'emmène sur le côté, machin. Oui, je comprends, oui, qu'elle soit difficile à conduire, mais à un moment donné, il y en a qui arrivent. Donc si tu passes dehors, c'est que tu vas trop vite. Donc la limite, en fait, ils vont en dehors de la limite. C'est juste pas leur limite humaine, mais la limite du règlement, elle est là et elle est dépassée. Donc là-dessus, j'ai pas bien compris pourquoi tout le monde s'offusquait de ces track limits, y compris Lewis Hamilton en radio, y compris Sergio Perez en qualification, y compris Christian Horner après la qualification. Et tout. Ça vraiment, en fait, je me suis dit, mais attendez, mais c'est une des seules règles qui est claire. Appliquez-la, c'est tout. Maintenant, s'ils décident de ne pas l'appliquer et que justement, en fait, il y a un bordel innommable parce que tout le monde a décidé de ne pas l'appliquer, visiblement. De la respecter, en tout cas, ouais, c'est sûr. De la respecter. Pas de décider. Ils n'ont pas volontairement décidé. Il y a eu une explication sur l'émission Post-Race Show sur la F1 TV où ils ont interrogé déjà beaucoup de... Alors déjà, premièrement... Mais c'est qu'elles emmènent, les voitures. Quand tous les journalistes... Moi, j'ai regardé du coup le débrief sur la F1 TV, sur Canal et sur DAZN. J'imagine que c'est pareil pour Sky Sport Italia, pour Sky Sport en Angleterre, etc. Quand la première question des journalistes Formule 1 aux pilotes, c'est « Ah, les track limits, comment vous avez géré les track limits ?» Déjà, c'est qu'il y a un problème. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, l'explication d'Alex Albon. Il disait « J'entends beaucoup le fameux « Oui, mais vous êtes des pilotes extraordinaires, vous êtes censés respecter les track limits, il y a un règlement. » C'est ce que tu me disais sur le tweet, je crois, vendredi. Et c'est compréhensible. Je peux entendre aussi cet argument. Et en fait, Albon, ce qu'il explique notamment pour la course, c'est que chaque tour est différent. Pourquoi ? Au-delà même de l'air sale provoqué par la voiture que tu vas suivre, en fait, il y avait un vent tourbillonnant. La direction du vent, en gros, sur l'ensemble de la course, elle a été à 360 degrés. Ce qui veut dire qu'à chaque tour,
à l'endroit où tu vas poser ta voiture, sachant que les voitures, on le sait aujourd'hui, sont extrêmement sensibles au vent, tu auras beau faire le même geste 2, 3 ou 4 reprises sur 4 tours consécutifs, une fois, tu vas respecter le règlement, et puis 3 fois, peut-être, tu seras 5 mm, 10 cm et 17 cm, par exemple. Je ne trouve pas cet argument valable, parce que si c'était un mur, tu ne pourrais pas dire ah, mais il y avait du vent. Bah non, en fait, tu prends de la marge. C'est tout. La limite, c'est la ligne. Donc, Il y a, non, justement, excuse-moi Manu, justement, cette histoire de marge, parce qu'il y a eu un autre problème sur ce GP d'Autriche. Alex Albon, et je vais ressortir les tours exacts, a aussi signifié qu'il y a eu un problème sur la lenteur pour la prise de décision. bah oui, mais c'est ça le vrai problème. Et écoute bien, au tour 30, Alex Albon est signalé pour la première fois, premier warning. Sauf que le warning, c'est pas celui du tour 30, c'est celui du tour 19. Bah oui. Tour 31, donc le tour suivant, deuxième warning. Deuxième warning du tour 20, donc 10 tours avant. 11 tours avant. Troisième warning au tour 32, donc le troisième tour consécutif, qui est un warning du tour 28, donc 4 tours avant. Quatrième warning, donc le drapeau noir et blanc, au tour 33, donc quatrième tour consécutif, sauf qu'en fait, c'est un quatrième warning du tour 25. Ça veut dire qu'entre-temps, on en a oublié un. Et le cinquième warning, les 5 secondes de pénalité au tour 34, donc cinquième tour consécutif, c'est un warning, un dépassement des limites de piste du tour 26. Et en fait, Albon, ce qu'il expliquait, c'est que lui, lorsqu'on lui dit à la radio pour la première fois au 30e tour, attention limite de piste, il se dit, oh bah ça va finalement. c'est déjà trop tard, en après fait. 30 tours, c'est la première, bah ça va, je vais commencer à prendre de la marge. On lui dit une deuxième fois au tour 31, il prend encore plus de marge. Il dit que sur les tours suivants, ces roues droites n'ont même pas touché le vibreur. Donc ils n'ont pas pu aller au-delà de la limite. Et en fait, on lui dit, tour 32, tour 33, tour 34, tu dépasses les limites de piste. Là, déjà, il y a un problème, c'est-à-dire que tu peux même pas adapter ton pilotage à tes potentielles erreurs. Alors, le seul fait atténuant de ça, pour moi, ce serait de dire que je pense que tu es à peu près au courant quand tu es pilote, quand tu es sorti de... Pas sûr. Bah, ça se joue à quelques Après, il y a millimètres. les gars, la visibilité, Mais c'est oui. important parce que, regarde, même sur Canal Plus hier, Julien Febvreau et Jacques Villeneuve, sur des on-board, disaient non, il est dans les limites. Et quand il y avait le plan extérieur, disait bah non, finalement, Les gars, il a mais passé les la pilotes limite. eux-mêmes, ils te le Et disent. Albon le dit bien. Albon dit les voitures sont de plus en plus monstrueuses. On a augmenté la taille des pneus, la visibilité est réduite. Et surtout, n'oublions pas, et je pense que c'est important quand même de le préciser pour le contexte, les écarts étaient quand même assez resserrés dans le peloton sur un circuit court. On rappelle que c'était la Q1 la plus serrée de l'histoire de la Formule 1, parce que je crois qu'il y a 8 dixièmes entre l'auteur de la pole position et le dernier tour. Oui, mais donc des pilotes aussi un petit peu plus à l'attaque. Quand tu mets ta roue sur le vibreur, tu le sens. Quand même. Excuse-moi, moi, si j'ai un pilote qui me dit je suis incapable de savoir si je suis entièrement ou pas, j'aurais plutôt tendance à croire Alex Albon que écoute, Brice Germain. la communication pour se défendre aussi, elle peut être compréhensible de la part d'un dans ces pilote cas-là, qui a les fait 20 des erreurs. pilotes sont des menteurs et Mais du je te coup, dis Brice pas- Germain va nous Mais non, mais je te dis pas ça, mais tu mets ta roue sur sur un vibreur, tu le sens. Enfin, écoute. le principe du mot vibreur, c'est que ça vibre. Ok, Donc, si le pilote te dit moi je ne sais pas exactement si je suis totalement en dehors parce que tu peux un coup de ressentir le millimètre, vibreur. effectivement, un coup de Oui, millimètre. excuse-moi, le millimètre, il peut faire la différence quand Oui, mais au Albon, il est dépassement ou pas de la ligne, Albon, il est au courant limite qu'il a de mis piste. 3-4 fois ses roues. Enfin, globalement, je veux dire, que ce soit une ou deux fois parce que ça s'est joué à rien, mais il y a un moment où tu sais quand tu as mis les 4 roues dehors à peu près. Je veux dire, donc tu peux Moi, quand je suis même pas toi-même certain. faire gaffe. Mais après, c'est la seule circonstance atténuante que je trouve à ton discours, attention. Puisque, pour le coup, le retard de pénalisation, comme tu l'as dit, ça vient totalement différencier la manière dont ils vont gérer leur course, puisqu'effectivement, si tu commences à faire attention au moment où c'est déjà trop tard, ça sert plus à rien de faire attention. Ça, je suis tout à fait Parce d'accord qu'au avec premier toi. warning, donc au 30e tour, il était déjà trop tard. Pour Oui, Alex et Albon. la démonstration d'Alex Albon se résume avec quelque chose d'encore plus simple. Nico Hülkenberg recevait encore des avertissements alors qu'il était hors course. Oui, et on le voyait ça. Enfin, Tu recevais, alors Nico Hülkenberg, attention, track limit, il est tellement hors track limit qu'il est en dehors. Il est vraiment dans le bac à gravier pour le coup là. Et c'est ce qu'Esteban Ocon disait. Au final, si lui prend 30 secondes, c'est parce que ces track limits ont été donnés super tard. Et le vrai problème qu'on a là aujourd'hui, c'est qu'à la fin de la course, on a 61 infractions données. À la fin de la course, je ne te parle pas au milieu de la course, à la fin de la course 61, et qu'après revisionnage, on en a 83 de plus. C'est-à-dire qu'on en a plus après. Alors, je veux bien comprendre qu'il y a un problème du côté de la FIA quand ils sont 4
à devoir regarder 20 Pardon, passages. on a appris plus là-dessus. Tu sais, on nous avait parlé de la VAR après Ils Abu sont Dhabi. 4, non ? Alors attends, justement, on a appris plus hier puisque après Abu Dhabi 2021, rappelez-vous, on nous avait dit on va mettre en place la VAR en Formule 1 pour qu'il y ait en fait un arbitrage vidéo qui puisse venir aider justement les commissaires de la direction de course, les commissaires de course, pardon. Et donc on a appris que ils sont 4 en effet. D'ailleurs, il y avait Enrique Bernoldi en tant que commissaire pilote. Grand ami de Jacques Villeneuve. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu quelques erreurs. Et on a appris qu'à Genève, il y avait donc une sorte de VAR Center où 9 employés de la FIA scrutaient chacune des caméras disposées sur tout au long du circuit, mais que c'était pas suffisant par rapport justement à cette situation sans précédent dont a parlé la FIA Il faut après son checker communiqué. 24 toutes les minutes 15. Et encore, si on parle que d'un virage. Ouais. Parce qu'il y a que. Là, il y en a 2. Il y a le 9 et le 10. Sortie 9 et 10. Le 4 aussi. Si tu y vas Il n'y a par là. pas eu, sur toutes les sanctions, aussi bien en course qu'après la course, uniquement les virages 9 et 10 ont été, enfin, pas signalés, mais en tout cas sanctionnés. Ouais, parce que tu les as pas vus sortir au 5 aussi, dans la descente. Est-ce qu'on peut vraiment s'en prendre, les gars, à la FIA ? Alors, on va parler peut-être sans doute tout de suite des solutions, mais est-ce qu'on peut véritablement s'en prendre à la FIA dans le sens où là, c'est l'humain qui arrive à sa propre limite ? Il aurait fallu mettre quoi 110 en mètres fait, dans un media center le terrible finalement dans cette histoire, c'est que le règlement aujourd'hui, il est juste finalement, mais aujourd'hui, on n'a pas les moyens technologiques pour faire respecter ce règlement. On les a, ils sont pas mis en place, mais on les a. En football, la goal line technology. En tennis, le Hawkeye nous permet, c'est binaire, c'est oui, c'est non. Est-ce que la balle a entièrement franchi la ligne ? Est-ce que la balle a touché la ligne pour le tennis ? Et en fait, cette technologie que l'on pourrait avoir en Formule 1, je ne sais pas, par des capteurs logiquement, là, on se rend compte qu'on ne l'a pas. Ou si on l'a, en tout cas, on ne l'exploite pas à sa juste mesure. Parce qu'effectivement, si l'œil humain, il est incapable de te dire, on connaît les histoires de perspective, la caméra qui est positionnée juste ici ou 3 degrés, enfin, il est impossible. L'œil humain ne peut pas te dire si un pneu est entièrement... on avait fait cette démonstration il y a quelques années avec je crois que c'était Vettel à Monza. Et t'avais parlé avec Verstappen le à foot, Monza, à l'époque. sur la parabolique. Où on avait expliqué à l'époque pourquoi est-ce qu'il était impossible avec l'œil humain selon la perspective, selon l'angle de caméra, etc. Soit aujourd'hui on a des technologies qui nous permettent d'avancer sur ce thème et l'année prochaine on n'aura plus ce problème, soit, et là on a souvent tendance à tirer sur la F1, la FIA, soit la FIA doit se faire davantage respecter parce qu'à l'issue de la course en 2022, ils avaient déjà signalé ce problème et ils avaient demandé aux promoteurs de faire des modifications, d'installer, ils voulaient une bande de gravier. Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche de mettre une bande de gravier à l'extérieur du 9 et du 10 ? Qu'est-ce qui empêche de mettre une bande juste d'herbe pour empêcher le pilote ? Là, naturellement, le pilote, s'il sait qu'il va perdre du temps, il va pas y aller. Là, s'il y va, c'est parce qu'il perd pas de temps. Alors, il y a potentiellement la sanction qui va arriver après, mais factuellement, il perd pas de temps. Si tu mets un mur, il y va pas. Le constat est identique si demain tu mets une bande d'herbe ou une partie de gravier. On me dit oui, mais il y a la moto GP. Le GP d'Autriche, il vient d'être renouvelé jusqu'en 2030. Si tu n'as pas les moyens d'organiser des courses de différentes catégories, à ce moment-là, est-ce qu'il faut prolonger de tels circuits ? Non, puis si t'es capable, enfin je vais faire un parallèle à con, mais si t'es capable de transformer le Staples Center de Los Angeles pour les Lakers un jour, pour les Clippers le lendemain et pour l'équipe de hockey le surlendemain, t'es quand même capable d'installer une bande à peu près fiable d'herbe à côté du vibreur et la retirer pour le Grand Prix moto. Puis on a vu des bacs à sable à Assen par exemple lors de la dernière manche de MotoGP. Tu peux mettre des runoffs, tu sais, le synthétique. Tu peux éventuellement rehausser le vibreur pour faire perdre du temps. Bref, je trouve quand même dommage qu'on en arrive à devoir les imposer en sachant que si la règle est comme ça, on doit la respecter et qu'ils ne la respectent pas. Aujourd'hui, est-ce que la FIA a un problème de matériel lié à ça ? Je suis pas sûr. Je pense simplement que tout le monde n'a pas joué le jeu. Et c'est exactement comme dans un état de droit, par exemple. Si personne ne joue le jeu de l'état de droit, t'as beau mettre des millions et des millions de forces pour le faire respecter, au final, tu auras toujours une masse plus forte. Là, c'est pareil. Ils sont 20 pilotes contre 9 ou 8 ou 10 personnes qui doivent regarder. Quels sont les deux pilotes ? Tiens, petite question pour Brice. Quels sont les deux pilotes à n'avoir eu aucun signalement ? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais dépassé la limite de piste. George Russell, déjà. Je crois qu'il y a Russell.
Il n'y a pas Leclerc ou Si je te pose la question, c'est que c'est pas anodin. Mais c'est Leclerc ou c'est en Si je te pose la question, c'est que c'est pas anodin. Non, en course, uniquement en course. Non, je parle de la course. Fernando Alonso et George Russell. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Alonso élève modèle avec Bien et évidemment. son patron, Non, mais et le fils du patron, et la FIA. Juste pour venir aux solutions, les gars, si je peux juste vous mettre quelques citations, parce qu'après la course, justement, beaucoup d'acteurs ont commenté en apportant, essayant d'apporter leur solution. On a eu l'explication déjà de Verstappen qui reprend un peu ce que disait Albon. C'est très difficile de voir toutes ces limites de piste, on ne le fait pas exprès, mais dans ces virages à haute vitesse, c'est dur de juger la ligne blanche. On a vu beaucoup de pilotes se faire prendre, c'est donc plus une question de survie. Toto Wolff sur Canal+, qui disait, pour les limites de piste, il faut qu'on discute pour trouver une solution à l'avenir, qu'on arrête avec ce sujet. Il faudrait peut-être des vibreurs qui détruisent la voiture pour qu'on ne sorte pas où on veut. Julian Palmer expliquait hier justement sur le débrief de la F1 TV que c'était le cas au moment où il était pilote justement de Formule 1, mais que les pilotes s'étaient plaints et donc du coup on avait retiré ces vibreurs qui détruisaient la voiture quand on allait au-delà. Et puis Christian Horner qui arrivait avec une autre solution, c'était en conférence de presse hier. Il faut faire quelque chose parce que là on passe un peu pour des amateurs. Vu le nombre de pilotes qui ont franchi la ligne, il faudrait peut-être ajouter un bac à gravier parce que là ça fait désordre. Albon lui parlait bien sûr de mettre de l'herbe. Ce serait quoi votre solution, les gars? Non, mais excuse-moi, quand Max Verstappen te dit on fait pas exprès, mais non, mais il y a Brice qui va me dire non, mais si, ils font exprès. Excuse-moi, moi le pilote, je reste persuadé qu'au niveau de visibilité, tu ne vois pas si ton pneu il est 2 mm à l'intérieur ou 2 mm à l'extérieur de la ligne blanche. Tu ne le vois pas. Que tu ne contrôles pas ta voiture au tour près avec la modification des conditions tour après tour au millimètre près. Moi, ça, j'en suis persuadé. T'auras beau me dire le contraire, moi, je suis persuadé que le pilote, il fait pas exprès d'aller... Non, mais en fait, je pense que c'est pas par rapport à ça qu'on disait ça tout à l'heure. C'était plus par rapport au fait de se rendre compte au moment où tu l'as fait. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu mets 4 roues sur un vibreur, tu le sens, normalement. Mais c'est plus ça. Donc, mais après, une fois que tu sais ça, effectivement, s'il y a des conditions météorologiques changeantes tour après tour... Excuse-moi, pour moi, pilote. Ça représente à l'argumentaire de Nico Rosberg 2015 à Austin, mais soit. Non, mais est-ce que il essaie de piquer là. Tu pardon, Nico, il essaie de mal, non. Il essaie de ça le fait mal que ton argumentaire ressemble à Nico Rosberg. Ce que je veux dire, c'est que c'est toi le pilote. Tu fais beaucoup de cartes. Je pense que tu peux avoir. Monoplace, je suis bien d'accord. Mais... Tu peux avoir les 4 pneus sur le vibreur, que ta voiture, même si c'est un karting en l'occurrence pour toi, va vibrer, mais l'intégralité des 4 pneus, en tout cas les pneus qui vont aller le plus à l'intérieur de la piste, ne vont pas totalement franchir le vibreur. Tu vois ce que je veux dire ? Le vibreur, il est derrière la ligne blanche. Donc automatiquement, si tu es sur le vibreur... Sur des pneus aussi imposants que ceux d'une Formule 1, si tu as les 3/4 du pneu sur le vibreur et que tu as une toute petite partie... tu vois ce que je veux dire ? C'est que quand tu me dis le ressenti pilote, moi je suis vraiment pas sûr que le pilote puisse le sentir. Mais là-dessus je reste quand même sur un argumentaire qui est peut-être à la con, mais je vais rester dessus. Prends de la marge. Si tu sais que c'est un peu instable et que tu n'arrives pas à la placer au même endroit tous les tours, prends de la marge. Encore une fois, c'est un rail. Il y a 0 pilote qui termine la course. Donc, c'est une ligne blanche, ça doit être considéré comme un rail. C'est tout. Alors, c'est peut-être l'application bête et méchante et stricte du truc, mais en attendant, que tout le monde se plaigne de ne pas avoir respecté la règle, je trouve que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais... On aura compris vos arguments, les gars, sur cet aspect-là. Juste sur la solution. Qu'est-ce que vous préconisez ? Parce qu'on dit beaucoup que le bac à gravier ou le bac à sable, ça peut être dangereux. On l'a encore vu un peu ce week-end quand même avec Simon Pagenaud. Je ne sais pas si vous avez vu le vol plané. On a l'impression que ce bac à gravier, justement, apporte un effet, on va dire, de rebond, en tout cas de vitesse. Il n'y a pas besoin de mettre le bac à la place de l'immense zone de dégagement du virage 9. Une bande d'herbe, je pense, peut dissuader. En fait, il faut mettre juste un élément dissuasif. Si le pilote sait qu'il va perdre du temps en allant trop large, il va pas y aller. Soit en qualification en course, il n'y va pas. Ouais, un vibreur plus haut, mais ça peut... En fait, chaque chose qui va être dissuasive peut aussi être considérée comme dangereuse, puisqu'on l'avait vu, on a mis des saucisses à des endroits, et c'est fait pour dissuader. Et au final, ça fait décoller les monoplaces. Un vibreur plus haut, est-ce que ça ne viendrait pas peut-être délaminer un pneu, fracasser un fond plat qui, au final, sur un virage à haute vitesse comme ça, t'enverrait dans les tech pro. Un run-off, est-ce que ça ferait pas complètement partir la voiture ? Donc, est-ce qu'il y a réellement une bonne solution ? Je sais pas. Pour moi, là, le tracé, en l'état, il est bien. C'est juste que les pilotes ne veulent pas entendre qu'il faut qu'ils prennent une marge là-dessus. À mon sens... Donc, mais ok, je suis con, il n'y a pas de souci. Personne n'a dit ça sur ce plateau. Non, mais dans les commentaires, ça va arriver. Mais en attendant, je suis persuadé qu'il y a une règle et tu ne veux pas la respecter. Non, mais sur la loi, tu as raison. Moi, je comprends totalement ce que tu dis. Maintenant, quand à l'issue d'un Grand Prix aujourd'hui, ça doit faire quoi ? Un quart d'heure qu'on est sur ce sujet. Ouais. Quand le sujet principal d'un GP
c'est les limites de piste. Quand tu as 1200 cas potentiels en course qui sont scrutés, quand tu as 60 tours en qualification le vendredi et le samedi qui sont supprimés à cause de ces limites, oui, la loi, elle est faite pour être respectée, mais il y a peut-être un autre problème. Mais est-ce que c'est le goudron le problème, en sachant qu'au Paul Ricard, c'est bardé de goudron et qu'on n'avait pas de problème de limite de piste? Non, au Paul Ricard, il y a deux vibreurs. Il y a un premier vibreur qui te fait un petit peu justement vibrer la voiture, et il y en a un deuxième un peu plus haut qui est absolument impossible à tenir pour la monoplace, notamment sur les sorties de virage. Bah, faites ça à la rigueur, parce qu'il n'y avait pas de problème de limite de piste au Ricard. Et il n'y avait pas de gravier, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de machin. Juste pour conclure, Manu, très rapidement, parce que je sais que tu as envie qu'on passe au sujet. C'est pas envie, c'est besoin. Même dans l'analyse d'après-course, même dans l'analyse d'après-course et les sanctions qui ont été données, ils ont réussi à oublier une pénalité. Ça, c'est incroyable, ça. Parce que Alex Albon est sorti de la piste à 9 reprises, donc il aurait dû manger 15 secondes de pénalité. On rappelle le règlement, c'est 4 fois. C'est une pénalité de 5 secondes. La 5e fois, donc la fois suivante, c'est 10 secondes et après on recommence à 0. Il est sorti 9 fois, il a pris 10 secondes et pas 15 secondes de pénalité. Et puis un dernier mot. Enseignement hors track limite là. Hein, ouais. Non, mais je sais, mais c'est juste pour mettre un tir parce qu'il fallait. Non, mais parce que là, tu me parles des track limites. Est-ce qu'on a le droit de dépasser en dehors de la piste? Parce que je vous invite à voir. Je vous invite à voir le on-board de Lewis Hamilton sur le départ de la course sprint, où il part 18e. Il fait un super départ d'ailleurs. Mais le premier pilote qui dépasse, je crois que c'est Guan Yu Zhou, il le passe totalement à l'extérieur de la ligne blanche, entre la ligne blanche et le muret. Il n'y a pas eu d'enquête. Potentiellement, il a dépassé 3 pilotes, sauf que je ne sais pas si exactement il a dépassé les 3 pilotes avec le pneu avant gauche. Bon, bref, on en a parlé tout à l'heure. En tout cas, Guan Yu Zhou, il le dépasse totalement à l'extérieur. Par contre, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a rien eu. Donc, est-ce qu'on a le droit de dépasser, mais de ne pas aller trop large? Enfin voilà, il y a encore trop de travail sur ces limites de piste et j'espère que l'année prochaine, on n'aura plus ce débat. Ambiance bac à sable, c'est le titre de la vignette. Ambiance bac à sable dans les radios aussi également, parce que c'était ambiance Pookie, ambiance délation. Je vous invite à aller voir sur la F1 TV, notamment les radios de Lewis Hamilton et Lando Norris. Les gars, c'est insupportable. C'est le petit billet d'humeur. Même dans la réal, on va te donner que ça, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça à montrer. C'est qu'il y a encore un autre problème. Exactement. Bref. C'est vraiment 4. Et Toto Wolff a fait une belle remarque d'ailleurs. Conduit. Ouais, oui, c'est vrai, exactement. Heureusement qu'il a. Un step tube champion du monde qui a 103 victoires. Quand tu t'envoies toutes les teams radio, je suis même étonné qu'il n'ait pas réagi plus tôt. Les gars, partons sur le deuxième enseignement. Il y avait un Grand Prix de Formule 1 qui a été remporté par Red Bull. Il y a eu un Grand Prix de Formule 1.5 qui a été remporté par Ferrari. Pardon ? Est-ce qu'on fait le décryptage? Tu vas voir, on va le faire à la fin. Parce qu'il y a un autre problème. Mais bon, enfin bref, on en parlera tout à l'heure. Tu vas voir, on va rentrer en détail dans tout ça. Parlons de Ferrari, les gars, parlons de Red Bull aussi. On va commencer avec les rouges. Les progrès du Canada sont, oui, confirmés. Certes, ils étaient loin derrière Red Bull en rythme de course, mais ils étaient loin devant Mercedes et Aston. Ils ont fait le bon call pendant la Virtual Safety Car. Malheureusement, ils ont raté leur double arrêt. Leclerc qui retrouve le podium. C'est le 800e podium dans l'histoire de la Scuderia Ferrari. Je vous attends forcément sur l'excellent week-end de Carlos Sainz, parce qu'on n'est jamais tendre dans les pistonnets et souvent à raison avec le pilote espagnol, mais là franchement je les trouve enthousiasmants. Et puis à l'arrivée il y a un bilan comptable pour Ferrari, 11 points de reprise sur Aston Martin, 21 sur Mercedes. Alors ça, c'est Ferrari qui gagne la course 1.5 et puis Red Bull qui a gagné la course de Formule 1 tout simplement. Est-ce qu'ils n'ont pas été un peu plus écœurants à domicile qu'à l'accoutumée? Ils ont été piégés pendant la Virtual Safety Car, mais on a l'impression qu'ils n'ont absolument jamais tremblé. Ils ont parfois eu, Max Verstappen en tout cas, un rythme bien plus rapide d'1 seconde par tour par rapport à la concurrence sur un circuit aussi court. Moi, j'ai trouvé ça complètement aberrant et écœurant. Et puis, il y a l'insolence de ce 3e arrêt pour Verstappen en fin de course pour aller chercher le point du meilleur tour. Commençons sur Ferrari, je vous relancerai tout à l'heure sur Red Bull, parce que ça ira beaucoup plus vite, je pense, sur Red Bull. Ferrari, seul au monde. Alléluia, ils la comprennent. Alléluia, ils la comprennent. C'est la première fois, peut-être avec le Canada, mais c'était, encore une fois, il fallait regarder si ça se confirmait, qu'ils comprennent cette voiture. Elle est bonne en rythme de qualif, elle est bonne en rythme de course, elle est meilleure que l'Aston, elle est meilleure que la Mercedes, elle se positionne enfin sur un week-end complet au même rythme. Et ils comprennent là où ça marche pas et là où ça marche. Alors, encore plein de trucs qui vont pas. Faire 2 arrêts de 4 secondes 5, c'est définitivement pas possible quand tu veux jouer la P2 et la P3, enfin, même la P1.5. Si, en plus, tu te sers d'une VSC pour essayer de rattraper Max Verstappen, ce n'est juste pas possible. Mais par contre, en termes de perfo, ce week-end, Ferrari s'inscrit, ok, on ne veut pas être la 4e force du championnat et on ne sera pas la 4e force du championnat.
grand bien nous fasse. C'est le premier week-end où on se dit que Ferrari peut jouer la deuxième force du championnat à la régulière. De la traction, un châssis qui va bien dans les virages lents, pas à la ramasse dans les virages rapides, sauf par rapport à Red Bull. C'est la seule écurie qui a réussi à faire un match avec Red Bull sur le secteur 1 et 3. Secteur 2, ils se font latter. Ils me prennent 6 ou 7 dixièmes. Mais secteur 1 et 3, ils font match avec Red Bull. Et c'est la seule écurie à avoir réussi à avoir des caractéristiques sur sa monoplace qui matchent avec Red Bull. Là, en ça, pour moi, Ferrari, de par la porte de son train arrière après Imola et la porte de son train avant au Canada. Non, Canada et aussi là. Ils ont avec le nouvel aileron avant. L'aileron avant qui était là. La voiture semble plus saine et plus compréhensible avec une fenêtre de fonctionnement plus large. Il y a encore plein de trucs qui vont pas. Je pense qu'ils auraient dû laisser passer Carlos Sainz. Je pense qu'ils ont mal géré les rythmes et qu'ils auraient dû différencier les deux stratégies. Il aurait pu s'envoler vraiment, Carlos Sainz. Je t'arrête là-dessus parce que c'est intéressant, je trouve. Est-ce qu'il aurait pu s'envoler? On ne saura pas. Il a un meilleur rythme parce qu'il a le DRS. On ne saura pas. Voilà, c'est ça la question de Fred Vasseur. Avec le DRS, on a l'impression qu'il est plus rapide. On a l'impression qu'il était plus à l'aise avec cette voiture. Tout le week-end. Oui, ça c'est vrai. C'est ça qui me laisse à penser que maintenant, est-ce qu'il risquait quelque chose à le laisser filer? Cette décision, il fallait la prendre dès le début, en fait. Au 3e, 4e tour, à partir du moment où l'écart était déjà de 3 secondes avec Max, c'était terminé. Donc oui, est-ce qu'ils ont été frileux? Moi, derrière mon téléviseur, c'est vrai que je vais pas te mentir, j'étais là en me disant faut le laisser passer, passer. Pareil. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Je sais pas si ça aurait changé vraiment grand-chose. De toute façon, Max, il est sur un autre non mais ça aurait pu voir un écart de rythme peut-être. On aurait pu constater quelque chose. Oui. Après, au-delà de ça, peut-être que ce qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils ont privilégié Charles Leclerc en voyant que Carlos Sainz commençait à accumuler des track limits. Peut-être que c'est ça. Après, effectivement, si on était au 10e tour, les track limits, ils étaient encore en train de manger leur sandwich. Donc, au niveau du retard, donc peut-être que ça n'a pas de rapport. Là où j'ai quand même un vrai regret, c'est qu'au moment de la VSC, il faut quand même se rappeler qu'ils sont 2 contre 1. 2 contre 1, c'est un avantage énorme en F1, surtout quand tu as une monoplace qui est moins performante. On a déjà vu Mercedes avec des monoplaces moins performantes que Red Bull en 2021 battre Red Bull parce qu'ils étaient à 2 contre 1 et qui forçaient Verstappen à faire une stratégie différenciée de ce qu'il avait prévu à la base. Là, au moment où il rentre sur la VSC, Verstappen se contrecarre de la stratégie des Ferrari, quitte à faire une mauvaise stratégie, mais il s'en fout, il est tellement plus rapide. Donc, si tu fais une stratégie complètement différente, tu as quand même une chance sur 2 que ça foire, puisque pour le coup, tu as pris une stratégie différente. Pourquoi tu ne différencies pas la strat de tes 2 pilotes? Alors, pas forcément. Ils auraient pu, par exemple, faire VSC tous les 2, rentrer tous les 2 au stand. Mais ils mettent les mêmes pneus. C'est-à-dire que sur les 2 choix qu'ils ont, à savoir rentrer ou pas rentrer et medium ou hard, il n'y a aucune différence qui est faite entre les 2 pilotes. Là-dessus, j'ai un goût un peu plus amer en me disant on n'a pas essayé de trouver quelle était la meilleure solution alors qu'on a 2 armes, que Sergio Perez est encore loin, que Lewis Hamilton et les Fernando Alonso n'arrivent pas à matcher avec notre rythme, que Lando Norris n'est pas à notre rythme. Pourquoi on n'a pas une tentative de quelque chose pour se dire là, ok, c'est la bonne strat? Non, on a mis les œufs dans le même panier, ça n'a pas coûté grand-chose si on retire le problème de limite de piste de Carlos Sainz qui retire, parce qu'au final il termine 3e de la course. Mais j'ai un goût de me dire on n'est pas encore très optimal dans le sens où on n'a pas tout cherché à faire sur ce Grand Prix-là du côté de chez Ferrari. Après, 2 et 3 hors pénalité, c'est que ça fait quand même beaucoup de bien, je pense, à la Scuderia, et je pense que c'est quand même grandement dû au package qui est vraiment meilleur là depuis 2 semaines. 2 et 3, je sais pas, parce qu'au final, les 5 secondes de pénalité de Carlos Sainz, c'est pareil, s'il n'aurait pas eu la pénalité, peut-être que Perez aurait aussi son rythme, ça on ne le saura pas. Par contre, oui, c'est vrai. En fait, ce qui est rageant, c'est qu'il n'y a même pas de chance. Il n'y a même pas le petit facteur chance qui va aider Ferrari. À 1 seconde près, Carlos Sainz, il peut rentrer dans la voie des stands au moment où la voiture de sécurité virtuelle est enclenchée. Au final, tout le monde profite de cette VFC, sauf le top 3. Verstappen, comme tu le dis, il ne s'est pas arrêté, parce que lui, peu importe. Et les 2 Ferrari, au moment où ils font un tour supplémentaire sous VSC, et au moment où ils changent leurs pneus, où ils entrent au stand, la VSC est terminée. Sachant que tu as Carlos Sainz qui a augmenté son écart avec Charles Leclerc pour le double arrêt. Elle se termine après qu'il sort des stands. Oui, mais en fait... ils en profitent quand même. Non, Sainz, il est encore sur la voie des stands et je crois que Charles Leclerc est en train de sortir. Je ne sais pas s'il est exactement sur la voie de sortie de la voie des stands ou s'il est encore sur la pit lane. Il n'a rien perdu quand même. Mais... tu perds un petit peu à partir du moment où tu as ton limiteur à 80 et que les autres... Tu perds forcément un petit peu. Charles Leclerc, ça n'a pas été dramatique. Carlos Sainz, finalement, il s'est retrouvé loin derrière. Il s'est retrouvé déjà 5e puisqu'il perd des places sur Norris, sur Hamilton et sur un troisième pilote. Il a tout cumulé. Il a tout cumulé. Il a dû ralentir son rythme pour la VSC.
Et au moment où il rentre, il a l'écart qui est insuffisant déjà par rapport au fait de ne pas perdre de temps derrière Leclerc, et il rate l'arrêt de Leclerc. Ils font un arrêt en 4 secondes 9. Et il rate l'arrêt de Sainz derrière. Ils font 4-9 et 4-5. Sainz, il perd 7 secondes sur les autres, notamment sur Verstappen qui lui ne s'est pas arrêté par exemple. Il perd 7 secondes entre l'avant VSC et l'après VSC. Sachant que sa pénalité de 5 secondes, il l'effectue à ce moment-là ou c'est Non, l'arrêt c'est d'après. après. C'est Et le l'arrêt deuxième est arrêt. à nouveau raté parce qu'il fait 4,5 en dehors de la pénalité de 5 secondes sur le deuxième Ouais, arrêt. alors, ils ont voulu ne pas prendre oui, de je risque. pense, C'est mais t'as tous raison, Hamilton a fait pas- tous il les faut pas sur arrêts, Hamilton. tous les arrêts qui ont Avec été les 5 faits secondes. avec les 5 secondes, ils sont aux alentours. Enfin, les meilleurs sont autour de 8-5. Sinon, c'est 9 et quelques. Donc, une prise de risque. Ouais. je pense qu'à mon avis, il y a une petite s'est demi-seconde passé, de décalage. Et je pense aussi que dans la manière dont ça se fait, tu es moins rapide au moment où tu dois te lancer d'un coup, alors que quand la voiture arrive, il y a une espèce de rythmique qui se met en place et tu as peut-être moins tes repères. Bref. Un mot très rapide, les gars, sur Sainz. Très beau week-end, vous l'avez dit. Quelle bataille avec Sergio Perez. Ouais, Quelle le défense. dépassement, ouais. Parfois à la limite, mais il nous a régalé. Alors déjà, il y a le dépassement à l'extérieur du 4 qui je trouve est sensationnel. Et puis effectivement, derrière, la malice de Carlos Sainz de jouer 2 fois avec la ligne DRS, Perez qui 2 fois tombe dans le panneau. Bon, tu te dis une 3e fois peut-être, bon, finalement non. Mais non, franchement, un vrai week-end abouti pour Carlos Sainz. Et c'est rassurant de voir qu'il est quand même capable aussi de performer à ce niveau. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, il n'est pas récompensé par le résultat puisqu'il n'arrive que 6e du coup avec 6e, ouais. 6e. Puisqu'il n'arrive que 6e alors que potentiellement c'est vrai qu'un podium Il aurait méritait été la mérité, P2, hein. aurait été mérité sur le peut-être même week-end, devant Leclerc. Ouais. Sur le week-end, EL1, je trouve meilleur. Qualif. En fait, Qualif, s'il n'y a pas ce tour exceptionnel de Leclerc, je vous rappelle qu'il est aux fraises. Il prend 2-3 dixièmes tout le long de la qualif. En shootout, Leclerc, il manque de se faire éliminer absolument tout le temps. Il est pas dedans, hein, Leclerc. Après, est-ce que c'est Carlos Sainz qui a fait un week-end gigantesque ou est-ce que c'est Leclerc qui a été vraiment moins bon ce week-end, sachant que Leclerc a gagné l'année dernière en Autriche, que c'est un circuit qui lui convient bien, que je l'ai trouvé quand même plutôt bon en course. Je pense que Carlos Sainz vraiment a fait un week-end extraordinaire. Alors extraordinaire par rapport à ses perfs d'avant, parce que depuis le début de l'année, certes au niveau comptable il est là, mais il est quand même pas satisfaisant sur tous les plans. Là, ce week-end-là, pour moi, il a montré à Frédéric Vasseur que si Binotto l'a pris, il y a une raison. Et qu'il peut faire des perfs comme ça. Maintenant, ce qui lui manque, c'est la régularité, pas au niveau comptable, mais au niveau performance et au niveau de matcher ce que fait Charles Leclerc tout du long, parce que Charles Leclerc a énormément de poisse aussi. Donc là, ce qu'il a fait là, si on le revoit plusieurs week-ends de suite, je commencerai à changer mon avis sur Carlos Sainz. Parce que, effectivement, faut revenir sur sa déclaration d'octobre 2022. Quand je suis dans un bon jour, je suis meilleur que tout le monde. Il était dans un bon jour hier. Et franchement, il n'y avait pas grand monde qui pouvait matcher son niveau, que ce soit de défense, que ce soit de gestion de course, que ce soit d'intelligence au niveau de la radio, en demandant certains choix qu'il voulait faire et qui voulait contredire son écurie, en se rendant compte assez rapidement que Charles Leclerc allait être un boulet pour lui s'il voulait pouvoir aller tenter de matcher Verstappen. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur le week-end de Carlos Sainz. Je suis son premier détracteur. Là, je ne peux que m'incliner devant une perf ferraresque. Vraiment, une perf de champion. Il n'y a rien à dire non plus sur la performance de Red Bull, les gars. Petite déclaration de Max Verstappen. Ils étaient vraiment au-dessus du lot. Tu disais perf extraordinaire pour Carlos Sainz. Qu'est-ce qu'on va dire sur Red Bull? Regarde ce que dit Max Verstappen. C'est d'ailleurs un article que m'a transféré. Il faut que je lui rende hommage quand même. RN sur les alors RN EREN, hein, rien à voir avec le parti politique, je vous rassure. Oui, sur les réseaux sociaux, qui m'a partagé cet article excellent qui est sorti donc après la course en conférence de presse. J'adore lire les articles qui expliquent que les écarts se réduisent devant. Même si Montréal n'a pas été fantastique, on a bien vu ici en Autriche que nos concurrents les plus proches n'ont absolument pas réduit l'écart avec nous. J'ai vraiment adoré lire tous les articles qui prétendaient l'inverse. On a eu aussi également une petite déclaration de Christian Horner qui disait le mantra de Mateschitz, le fondateur de Red Bull, c'était pas de risque, pas de plaisir. Voilà pourquoi on a fait le choix de ce troisième arrêt. Un brin d'arrogance, un brin d'insolence chez cette Red Bull. Moi, je vous le disais en avant-propos, je trouve que c'est la plus grande claque qu'ils aient mis depuis le début de cette saison 2023. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Hein. Meilleur tour d'essai libre 1, meilleur temps de l'essai libre 1, meilleur temps de la qualification, meilleur temps de la shootout sprint, vainqueur de la sprint, vainqueur de la course, meilleur tour en course. Il n'a rien laissé du tout. Rien du tout. Il a chauffé ses pneus devant Charles Leclerc après un troisième arrêt. Incroyable. Il daronne un peu Sergio Perez au moment de la fin de la sprint. Dis donc, qu'est-ce que ça foutu là, machin.
Je suis désolé, mais c'est un peu comme si on disait à l'époque Zlatan Ibrahimovic quand il était arrogant avec les gens. Je veux dire, oui, mais ça suit. Ouais. Ça suit, et alors on sera les premiers, et tout le monde vont leur tomber dessus au moment où ça va commencer à décliner. Mais pour le moment, si le roi te marche sur le visage, mais qu'il a des raisons de le faire. Tu dis merci. Merci de vous être essuyé les pieds sur mon visage, maître, tu vois. Donc oui, alors oui, on peut dire que l'arrogance n'est pas nécessaire quand tu gagnes, que tu peux être humble, c'est ce que faisait Lewis Hamilton. Non, mais honnêtement, on est Mais les en premiers. attendant, Le discours langue de bois, on est le premier à le comprendre. Oui, on c'est régale insupportable. Voilà, là, il y a quelqu'un qui parle, qui dit la vérité, qui dit ce qu'il pense, c'est tant mieux. mais en fait, de toute façon, on lui demande pas d'être poli, hein. On lui demande de gagner sur la piste. Il le fait, et à partir de là, fermez vos bouches, quoi, tu vois. Enfin, Alors, évidemment, je peux comprendre que ça agace, parce que t'as le mec qui gagne, et en plus, il met des claques par-dessus. Il te regarde pas en disant genre, oh, t'as passé un mauvais moment. Non, il te regarde, il dit, t'as passé un mauvais moment, mon gars. Et c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Parce que j'ai Ça va autant durer dire que je longtemps. compte pas la lâcher. Ça va durer longtemps. Mais ouais, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à dire vis-à-vis du fait que lui s'en amuse. On a parlé de Ferrari, on a parlé de Max Verstappen, les gars. Parlons un petit peu de Sergio Pérez. Sergio Pérez qui était en difficulté avant le début de ce week-end, tensé, critiqué notamment en interne. Et Pérez, finalement, ce lundi matin, peut remercier Mercedes et Aston. Mercedes et Aston qui étaient véritablement dans le dur. On les a vus largement en retrait en rythme de course derrière Red Bull, derrière Ferrari et pourquoi pas derrière McLaren. On va en parler tout à l'heure. Aston Martin qui n'aime pas le Red Bull Ring, comme le disait Fernando Alonso à l'arrivée de cette course. N'oubliez jamais qu'Aston Martin était la dernière force l'année dernière du côté de l'Autriche. Stupeur aussi également et mauvaise surprise chez Mercedes qui avait le 5e rythme vraisemblablement en tout cas ce week-end, une voiture véritablement inconduisible qui n'avait pas d'arrière. On avait essayé de compenser en faisant des nouveaux réglages sur l'aileron avant d'Hamilton. Ça a été catastrophique sur la première partie de course. Et parlons de Checo, avec cette remontada, est-ce qu'il ne sauve pas un peu les meubles? On rappelle que le week-end avait commencé par une 4e élimination consécutive en Q2, qu'il nous a un peu rassuré mentalement sur cette course sprint où il était assez agressif vis-à-vis de son coéquipier Verstappen. Son DRS surpuissant, 2 dépassements au virage 4, c'est à signaler aussi. Est-ce qu'il ne tient pas sa course référence de 2023? Parce que souvent, je vous ai entendu dire, les gars, que Sergio Pérez nous habituait pas lorsqu'il partait fond de grille à de telles remontadas. Bon, alors, je suis pas sûr que ça soit comparable, parce que à mon avis, Jeddah, c'est mieux. L'Australie, c'est beaucoup plus compliqué de doubler qu'en Autriche, et sa remontée est plus impressionnante. Et puis je suis pas sûr qu'on puisse considérer que la remontée de Sergio Pérez est si impressionnante que ça, au vu du fait que justement ses principaux rivaux, à savoir les 2 Mercedes et les 2 Aston, n'étaient pas là. Les seules voitures qui étaient là, c'était les Ferrari, et il ne les a pas catchées à part Carlos Sainz, qui sans sa pénalité peut-être aurait réussi à maintenir Sergio Pérez. Donc je pense que oui, la remontée est belle, mais je pense que c'était plus facile que quand il a eu à faire des remontées. Donc, à partir de là, je ne réhabiliterai pas Sergio Pérez dans le sens où déjà l'erreur qu'il commet samedi est pour moi impardonnable. Parce que 4e fois, cette voiture ne doit pas. C'est même pas un problème de Q3, c'est un problème de première ligne, quoi. Ouais, clairement. Cette voiture ne doit pas être hors de la première ligne, ou à minima, s'il y a eu un problème, 3, 4, là, 4 fois de suite en dehors du top 10. Derrière des As. Des As qui sont... Ce serait pas vous le clown de cette émission, monsieur Barbani. Donc là, encore une fois, je pense qu'ils profitent vraiment des déboires d'Aston et Mercedes. Alors Aston et Mercedes, elles ont des faiblesses, ces monoplaces. Et alors ces faiblesses, ce sont absolument pas les mêmes que celles de la Ferrari. Et si on voit autant Ferrari à la fête en Autriche, c'est aussi dû au problème d'Aston et Mercedes. Je pense que c'est pas structurel dans le sens où, à mon avis, ils vont revenir sur d'autres circuits. C'est vraiment un circuit qui les avantageait pas, avec justement pas de train arrière et pas de traction. N'oublions pas que l'Aston Martin est une Red Bull moins bonne, et que la Red Bull... On avait dit qu'elle avait de la traction au début de saison. Ah oui, visiblement, là, depuis le changement de train arrière qu'il y a eu, je sais plus quand c'était. Je sais pas, c'était pas à Monaco. Barcelone. Non, et au Barcelone, t'as raison. Peut-être. En fait, elle ressemble beaucoup plus à la Red Bull. Et la Red Bull, dans le 1 et le 3, elle matchait avec la Ferrari. l'Aston, elle est derrière la Ferrari et de loin à ce moment-là. Et puis la Mercedes, oui, aucun train arrière. Si t'as pas de train arrière en Autriche, c'est inconduisible. Sébastien Vettel, qui a besoin d'un train arrière l'année dernière en Autriche, c'était cataclysmique. Donc,
Je pense que c'est pas trop grave, que c'est circonstanciel à l'Autriche, qu'à Silverstone, au contraire, c'est des monoplaces qui devraient être davantage à leur avantage. Ils le savaient, Mercedes, que ça allait être compliqué en Autriche. Que Ferrari savait aussi que ça allait être mieux en Autriche. Maintenant, faut pas en faire quelque chose, je pense, de dramatique. C'est juste que ça met un frein à la progression et qu'effectivement, le package d'Aston et de Mercedes n'est pas sain partout, qu'il y a des forces et des faiblesses et que les faiblesses se voient encore, contrairement à Red Bull. La course de Pérez, mine de rien, sur l'ensemble de la course, il a le deuxième meilleur rythme moyen, derrière évidemment Max, mais même devant les Ferrari, alors que lui avait le trafic sur une grosse partie de la première partie de course. Jusqu'à la BST, quoi. Oh, il a beaucoup doublé quand même. Hein. Oui, mais mine de rien, il est pas resté longtemps derrière les mecs. Jusqu'à la virtual safety car aux alentours du 12-14e tour, c'est un pilote qui roule moins lentement que ce qu'il devrait ou que ce que la monoplace lui offre comme possibilité. Et puis derrière, il y a la stratégie, mais c'est ce que fait souvent Red Bull, c'est ce qu'avait fait aussi, je crois, Ferrari au Canada. C'est que la stratégie positionnelle, c'est le plus important. Et qu'aujourd'hui, une virtual safety car, tant pis, ça te permet de dépasser, puisqu'on a beaucoup qui vont rentrer. Il s'est débarrassé d'un paquet de pilotes de cette manière. Puis derrière, il a allongé d'une dizaine de tours son relais. Et puis ensuite, il s'est battu avec les pilotes qui ont un rythme bien plus élevé. Alors effectivement, Aston Martin, Mercedes, c'était peut-être moins bien. On les verra. J'attends beaucoup de Mercedes parce qu'on en parle beaucoup depuis des semaines maintenant à Silverstone. Aston Martin, il y a eu de grosses évolutions, je crois que c'était au Canada, et effectivement, on ne sait toujours pas ce que vont vraiment apporter ces évolutions. Silverstone, circuit virage rapide, on verra. Mais... Il y a grosses updates chez Aston Martin annoncées chez Silverstone normalement. C'est le moment où il faut le faire, c'est le Grand Prix le plus aéro de l'année quasiment. Donc, pas inquiet ni pour Aston ni pour Mercedes, et finalement Sergio Pérez, on lui a souvent reproché ces dernières semaines de ne pas répondre présent ou de ne pas rattraper ses erreurs. Là, je trouve difficile de lui tomber dessus sur ce dimanche. Ouais, une petite réaction de Sergio Pérez pour conclure ce troisième enseignement. Sergio Pérez qui se justifie, qui dit « Je suis dans une mauvaise série, mais je suis de retour et j'espère retrouver ma constance. Ça a été un week-end très difficile pour moi personnellement. Physiquement, j'étais très affaibli, j'étais malade jeudi, j'ai eu de la fièvre tout le week-end. Et on est bien remonté, on avait une belle stratégie, on avait un bon rythme. » On parlera bien sûr de Sergio Pérez sans doute tout au long de cette silly season qui va bientôt ouvrir, qui va sans doute faire couler beaucoup d'encre. Quatrième enseignement les gars, McLaren. C'est la belle surprise de ce week-end. Belle surprise ou mauvaise surprise si on est supporter bien sûr d'Alpine. McLaren, quel bond en avant avec beaucoup de nouveautés apportées sur la voiture Norris. On verra si on peut vous les présenter dans quelques instants. Cette MCL 60 évoluée qui n'était d'ailleurs que entre les mains de Lando Norris puisque Oscar Piastri avait encore le précédent modèle. Est-ce que c'était pas la troisième force justement cette voiture évoluée du côté de l'Autriche? Un circuit quand même, peut-être résultat en trompe-l'œil parce que c'est un circuit où il a l'habitude de performer le pilote britannique. Mine de rien, à la fin, il fait P4. C'est son meilleur résultat en 2023. Et à l'inverse, c'est encore un week-end de sprint raté pour Alpine. On rappellera quand même qu'Alpine avait pris un 0 pointé du côté de Bakou qui était le premier week-end sous format sprint. Là c'est un petit point ou 2 petits points du côté de l'Autriche. Une voiture difficile à piloter, beaucoup de dégradation, pas assez de vitesse, on cherche les points positifs, on ne les trouve pas. Trop de pénalités entre les limites de piste et l'unsafe release négocié en tout cas sur l'arrêt de Esteban Ocon. Et puis Ocon, on le rappelle, qui a été bloqué derrière Albon. Si Aston Martin a réussi à tenter l'undercut avec Lance Stroll, on se demande pourquoi Alpine ne l'a jamais tenté en tout cas dans cette deuxième partie de course. Il va falloir se méfier là pour Alpine là, désormais avec cette nouvelle McLaren, elle est prometteuse. Elle est prometteuse, pardon. Je sais pas à quel point, parce que Norris c'est son circuit fétiche, l'Autriche, c'est là où il a les meilleurs résultats en carrière, 6e, 3e, 5e, 3e, 7e et 4e ce dimanche. C'est vrai qu'on voit quand même une différence monstrueuse avec le rythme de Piastri. Alors à quel point j'attribue cela à l'évolution, à quel point j'attribue cela au pilote, à quel point j'attribue cela à la stratégie, le fait pour Piastri d'être parti beaucoup plus loin, d'être bloqué dans le trafic, je sais pas encore aujourd'hui, mais c'est vrai que Norris avait une nouvelle voiture, Piastri avait l'ancienne, et on voit que tu as un pilote qui a le 5e meilleur rythme moyen sur l'ensemble de la course, en l'occurrence Lando Norris, et Piastri qui a le 15e ou même le 16e rythme moyen en tout cas. Potentiellement, c'est déjà une première alerte pour Alpine. Première alerte aussi parce que pour la première fois, on a une écurie autre qui match réellement le rythme de Mercedes et d'Aston. C'est vrai. Alpine nous a prétendu à chaque week-end qu'il se battrait avec les Mercedes. Ça n'a jamais vraiment été le cas, sauf circonstances ou sauf stratégie différenciée.
là, Lando Norris était devant Lewis Hamilton en termes de rythme. Et à partir de là, pour moi, c'est dangereux pour Alpine. Parce que si, effectivement, Lando Norris est capable d'aller mettre des 12 points comme ça, 12 points, pour Alpine, c'est quasiment 2 courses. 2 courses optimisées, avec les 2 pilotes 8 et 9, ou 9 et 10, ou 7 et 8. Donc, Lando Norris qu'il a fait là, 12 points d'un coup par rapport au championnat dans lequel ils se battent, à savoir pour la P5, c'est énorme. Si cette McLaren, elle s'avère être meilleure, parce que c'est la seule écurie en Autriche à avoir amené 5 évolutions. 5. Partout sur la voiture. Je cherchais, mais malheureusement la connexion n'est pas bonne, je cherchais à vous lister tous les trucs. Ah bah tu veux, on les a. Tiens, Bah, regarde. tiens, on vas-y. liste très rapidement, c'est pour vous montrer à quel point Mais c'est cette important voiture comme a changé. évolution, Parce voilà. que t'as raison, c'est Super. important si on peut le mettre. Il y a un nouveau plancher, on sait que maintenant l'appui est généré par le bas de la voiture, donc ça c'est une pièce forcément très importante. Il y a des nouveaux pontons aussi également qui sont un petit peu typés justement Aston Martin et Red Bull. Oui. Un nouveau capot moteur aussi également qui a été ajouté à cette voiture. Et on a travaillé sur les rétroviseurs et également le carénage du halo pour générer beaucoup plus d'appui sur cette voiture, parce que c'était ça le problème de cette McLaren, c'est qu'elle générait un bon grip mécanique, mais très très peu d'appui au niveau aérodynamique. Résultat, le bond en avant est quand même phénoménal. Donc je m'en méfierais. Enfin, je suis Alpine, je m'en méfierais. Et je m'en méfierais d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'est pas capable chez Alpine d'optimiser les week-ends. On l'a fait une fois. Je sais plus où c'était d'ailleurs. On l'a fait Miami, une je crois. fois. Miami, peut-être Monaco avec les 15 points d'Ocon. Monaco. Et encore, Gasly aurait pu en prendre plus. Ouais, mais il y a trop de choses qui vont pas. La fiabilité à bas coût pour Gasly, les erreurs bêtes que peuvent commettre les 2 pilotes ensemble en Australie. Au Canada, en Espagne, ils perdent des places bêtement en gênant un pilote. Là, Bahreïn, Ocon qui perd du temps sur l'arrêt au stand, plus le mauvais placement de grille. Là, il prend 30 secondes de pénat. Le nombre de choses qui ont fait régresser Alpine cette saison et qui sont de leur fait. Alors, si tu cumules le tout, ça fait qu'aujourd'hui, tic-tac, McLaren a l'occasion de revenir. Alors que peut-être qu'il ne devrait pas avoir l'occasion de revenir parce que Alpine devrait avoir 30-40% de plus de points que ce qu'ils ont actuellement. Là, il y a 18 points d'écart, je crois, entre les deux. Alors que le rythme est de Piastri, tu vois bien, le McLaren est nul depuis le début de saison. Tu parlais des... Nul. non, mais t'as raison. Je m'attendais juste pas à ce que tu dises ça. Ocon, il a mangé 30 secondes après la course, plus les 15 secondes pendant la course. Donc il a mangé 45 secondes. Il faut savoir que c'est un nouveau record qu'Esteban Ocon a détrôné Pastor Maldonado. Était l'ancien recordman du nombre de pénalités sur un seul meeting. Pas sur une un seule beau course. trophée quand même. Il n'y a que des beaux noms dans ce palmarès. Ocon est un peu exception quand même. Tu te dis que tu as des mecs qui bossent pour gagner des millièmes de secondes en ingénierie, qui suivent pendant 3 mois sur un aileron avant, et que l'équipe sur le week-end elle te fait perdre 45 secondes. Ah ouais, non mais. Là, et Gasly aussi, il a mangé 10 secondes de pénalité après la course. Je crois qu'il en avait pris 5 aussi pendant la course. C'est encore un week-end fiasco. Les pilotes alpines, ce sont les pilotes les plus pénalisés depuis le début de saison. Exactement, c'est ceux qui ont pris le plus de pénalités. Ouais, tout à fait. T'as envie de nous dire quelque chose? Ne tirons pas de conclusion trop hâtive, les gars. Juste une petite réaction, tiens, celle de Lando Norris à l'arrivée de cette course qui nous parlait justement de ses sensations dans cette nouvelle voiture. C'est des images qui nous ont été fournies par McLaren. The upgrade, I think that allowed us to achieve what we achieved today. I had good confidence, pretty much the whole way through the race. Some things felt particularly good. I felt I could follow very closely to all the cars in the high speed, even to the Red Bulls, to the Ferraris, to Mercedes. Our high speed was extremely strong, which is a very good thing. Our slow speed was a bit more of a struggle, a bit of a knife edge. One lap I would lock up and go wide and lose half a second. The next lap I'd only lose 1/10 because I would never gain on anyone in slow speed. But a great race. On sent l'optimisme en tout cas du côté de chez McLaren. Bon appétit Oscar Piastri. Ouais, la cantine est bonne pour Oscar Piastri, il s'en bat les reins. Écoute, c'était pas son tour de parler. Donc le pain était beau, j'ai pris, écoute, je me suis habitué chez Alpine à bien manger. Le joli front d'Oscar Piastri, c'était voilà, une petite note personnelle. Les gars, très rapidement, le classement, à l'arrivée de cette 9e manche, on regarde le classement des pilotes pour voir que l'écart s'accroît entre Max Verstappen et Sergio Perez. Oui, vas-y. À ce rythme-là,
Max Verstappen est champion du monde au Qatar, si ça continue comme ça. C'est-à-dire 6 courses avant la fin de saison, c'est-à-dire en octobre. Voilà. Une excellente nouvelle pour la Formule 1, une excellente nouvelle pour les pistonnés qui vont devoir se creuser la tête pendant 6 courses pour trouver des sujets. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Des quiz. On fera des quiz, voilà, c'est ça exactement. Et puis on voit que c'est toujours aussi serré entre Perez, Alonso et Hamilton, même si Perez a repris des points. Ce qui est intéressant, c'est cette lutte Mercedes, Aston, Ferrari aussi également qui nous tiendra en haleine. Et vous l'avez dit tout à l'heure, McLaren qui se rapproche donc de Alpine. Les gars, on a un globe-trotter dans l'équipe, vous le savez, monsieur Lucas Parlefin, qui en est à son 3e Grand Prix vécu sur place. Et justement, il a vécu une scène tout à fait particulière. Déjà, il a fait un tour de circuit avec Mark Webber, mais il ne va pas nous en parler dans cet extrait-là. Je voulais juste qu'il nous parle de l'environnement si spécifique de Spielberg, la F1 à la campagne. C'est Lucas qui nous en parle. Salut les gars, j'espère que tout roule à Paris. Je suis donc sur le Red Bull Ring pour ce Grand Prix d'Autriche 2023. Parce que pour venir à Spielberg, c'est un peu une aventure. Pour vous donner un peu de détails, en fait tu prends un avion de Paris, tu vas à Vienne. De Vienne, tu prends un avion, un train ou une voiture pour aller soit à Spielberg, soit à Graz. Ensuite de Graz, en général c'est là où tu peux voir ton hôtel parce que tous les hôtels autour de Spielberg ils sont pleins. Tu prends une voiture, tu fais 1 heure de trajet et tu viens au circuit. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est complètement au milieu de la campagne. Hein. C'est comme si on était, je sais pas, dans les Vosges, tu vois, en France. C'est assez fou d'avoir un circuit là. Et c'est malade ce qu'ils ont fait Red Bull. En fait, ils ont tout rénové. En fait, depuis 2014, ils ont fait un circuit qui est hyper neuf. C'est malade, l'ambiance est folle. Beaucoup de fans de Max, puisqu'on sait que Max, il les amène avec sa compagnie, avec son agence de voyage. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de venir parce qu'honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Le circuit est magnifique. Le circuit est vraiment magnifique. C'est vallonné, c'est incroyable. Honnêtement, moi, perso, c'est un de mes circuits préférés. Je vous dis à la prochaine, bonne émission. Et à plus. A plus, mon Lucas revient en France, hein, T4. C'est vrai qu'il veut nous pécho à chaque Ça fois. peut être pas mal. Ouais, franchement, c'est bien ce qu'il fait. Il a enchaîné quand même Barcelone, Canada, Autriche. Voilà, le garçon a voyagé et a vu des choses. Petit décryptage, les gars ? Oui, c'est le retour du décryptage dans les pistonnets. Et oui, la partie historique qui vous avait manqué, je le sais, et un décryptage s'impose, les amis. C'est Hamza qui va revenir sur un événement, ou plutôt un non-événement, suite à l'absence d'enquête. Le comportement de Max Verstappen, c'était samedi matin lors de la séance de qualification pour la course sprint de l'après-midi. On est, Hamza, dans les dernières secondes de ce que l'on appelle la SQ1. Ouais, effectivement, SQ1, donc qualification, la Q1 de la course sprint spécialement dédiée le samedi. Verstappen conclut son dernier tour. On est à quelques secondes donc de la fin. Vous voyez à droite de l'écran Lance Stroll qui s'écarte pour laisser passer Verstappen. Et juste devant, tout au fond là-bas, c'est Lewis Hamilton qui lui va entamer son dernier tour de SQ1 pour espérer se qualifier. Alors Verstappen semble peut-être légèrement gêné. Devant lui, il y a Hamilton vient de laisser passer Tsunoda et le Britannique est informé à la radio par Bono donc que Verstappen arrive et qu'il va falloir y aller très très vite. Donc il lance son tour. Verstappen semble gêné à l'entrée et à la sortie donc de ce dernier virage, de ce virage 10. On remarque tout de suite que Max est bien plus rapide quand même que Lewis Hamilton, puisqu'on va le voir sur la prochaine image. Il va rapidement se décaler, mais ça veut aussi dire que Lewis Hamilton, il a déjà sacrifié une petite partie de son début de secteur 1, puisqu'il est plus lent que Verstappen en laissant passer Yuki Tsunoda. DRS ouvert pour les deux pilotes. Max Verstappen, qui est en train de conclure son tour, va entamer donc ce dépassement. Et il est obligé donc de se décaler pour faire ce dépassement, puisqu'il est plus rapide que Lewis Hamilton. Résultat, 3e meilleur secteur personnel pour Verstappen et meilleur temps provisoire, malgré cette légère gêne de Lewis Hamilton. Et on va le voir sur la prochaine image très nettement. On voit la ligne d'arrivée, la ligne chronométrique. Donc Hamilton débute son tour. Max Verstappen, lui, termine son tour. Dans un monde normal, messieurs, Max, il s'arrête. Il ralentit, il arrête son effort. Sauf qu'il poursuit son tour, comme s'il dépassait Lewis Hamilton en course. Virage 1, vous le voyez à droite, donc Verstappen est à l'intérieur. Ce qui veut dire que dans cette situation, il est idéalement placé pour accomplir son dépassement. Sauf qu'encore une fois, on est en qualification et pas en course. Hamilton y réussit tant bien que mal à prendre ce virage 1 derrière la Red Bull. Puis on va voir cette image. Cette image, on voit Verstappen sur la trajectoire, qui fait de la récupération d'énergie. On le voit puisqu'on a les lumières, exactement, les diodes rouges qui sont clignotantes à l'arrière de la monoplace de Max Verstappen. Ce qui veut dire qu'Hamilton est totalement gêné par Max Verstappen, qui lui est donc sur la trajectoire de la piste. Conséquence, Hamilton
il est contraint, il est forcé de relâcher son effort, puisque de toute façon, son tour est sacrifié par ce comportement de Max Verstappen. Résultat, Hamilton est éliminé dès la SQ1 avec le 18e temps. Je vais être très honnête, j'ai été assez gêné, surpris même, de ne pas voir de commentaires ou de voir très peu de commentaires, non, même aucun commentaire de la part des pilotes. Je n'ai pas vu donc d'enquête, je n'ai pas vu donc de sanction, alors que l'on voit très nettement Verstappen volontairement gêner Hamilton, surtout que pour la même situation, qui par contre elle n'est pas volontaire, Leclerc a pris 3 places de pénalité pour avoir gêné Oscar Piastri, sachant que Leclerc entrait sur la voie des stands, et on le sait, la voie des stands, malheureusement, le début de l'entrée de la voie des stands, elle est sur la trajectoire de course, donc Piastri, lui, a été gêné par Leclerc. C'est dur, mais Leclerc a mangé ces 3 places de pénalité, et là, ça me semble important de le signaler, parce que Verstappen, en fait, il n'a pas les mêmes règles que les 19 autres pilotes. Lui, il a un championnat, il a un règlement à part, manifestement, puisque lui a le droit de gêner volontairement ses concurrents en piste lors des tours de qualification. Il a ruiné le tour de Lewis Hamilton. Il a décidé de l'éliminer de la SQ1. Et puis, on va le voir sur la prochaine photo. On va voir même Max Verstappen qui va avoir le culot de reprocher à Lewis Hamilton de l'avoir gêné. On le voit avec sa main gauche sous le zoom. Alors c'est bleu sur bleu, on voit peut-être pas très très bien, mais voilà, on connaît la méthode Verstappen, on l'a beaucoup dit, le règne par la terreur. Hein. C'est œil pour œil. Ouais, mais à ce moment-là, Hamilton avait déjà relâché. La méthode Verstappen, œil pour œil, dent pour dent, le règne par la terreur, je l'ai souvent dit. C'est dommage parce que Verstappen, malheureusement, on retrouve l'enfant immature sur ce type de comportement, alors que je suis le premier à saluer, à louer sa prise justement de maturité dans sa gestion de course, dans son rythme de course, la manière. Et là, mine de rien, on retrouve le Max exceptionnellement immature, qui est extrêmement agaçant. En tout cas, moi, je le pense sincèrement. Même qu'avec Perez en Brésil. Hein, et pour le moment, il joue son championnat, il est seul au monde. Mais si demain, il se retrouve dans une situation où il a un autre Verstappen, un Verstappen junior ou peut-être un Leclerc, s'il joue son premier championnat, bah, ça pourrait mal se finir. Si Hamilton décide de se faire justice, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'enquête, c'est compliqué. Donc voilà, faut que Max arrête de penser que les 19 autres pilotes, ils ont le devoir de lui déployer le tapis rouge, parce qu'un jour, ça va très très mal finir. Peut-être qu'il y a un règlement pour les Formule 1 et un règlement pour les Formule 1.5. Hein. Pour la Formule 1, du coup. Exactement. Il n'y en a qu'une, ouais, donc. Il y en a qu'une, exactement. Merci les gars, merci pour ce super débrief. Si vous n'en avez pas eu assez, n'oubliez pas bien sûr que sur Winamax Sport, vous pouvez retrouver l'émission qu'on a fait samedi et qui traitait du cas Ricardo. Voulez-vous qu'il revienne en Formule 1 et où vous avez de quoi faire en tout cas. D'ailleurs, en parlant de ça, à chaque fin d'émission maintenant, on finit avec le zapping de ce week-end. Un zapping encore absolument incroyable. Salut les amis, passez un bon début de semaine. J'ai peur du zapping, ça y est. Quoi. Parce que Carlos Sainz, je suis premier à lui tirer dessus, mais ce week-end, il expose Leclerc. Sainz, c'est maintenant que Sergio Perez peut faire la différence dans cette remontée. Le virage 2 qui n'en est pas un, mais surtout le virage 3 où il pourrait aller planter un frein. Le DRS est activé. La défense à l'intérieur de Carlos Sainz, obligé de passer par l'extérieur Sergio Perez. Et c'est bien fait ça pour Carlos Sainz qui pour le moment garde sa 3e place. Oui, là un ring, cette nouvelle piste de l'Autriche avec Eddie Irvine en pole position. Excellent Pierre Van de Vitte. Si vous l'avez chez vous, bien évidemment. Regardez la F1 Comme à la parade. Comme à la parade, Michael Schumacher, le tricycle rouge. Que depuis quelques courses, Aston Martin essayait d'adapter un petit peu plus les réglages pour Lance. Donc pour avoir une voiture un petit peu plus sous-vireuse. Je crois qu'ils ont vu l'émission de mercredi. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Le coup de vis du pilote japonais, ça n'a pas plu à Kevin Magnussen. Il lui a fait ce qu'on appelle une Kevin Magnussen. Ouais, c'est vrai. Donc, Kevin Magnussen s'est retrouvé face à lui-même. Ça doit être un petit peu perturbant pour le pilote danois. Voilà Kevin, voilà un miroir. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Top 6 Lando Norris. Je pense que ça se joue et je pense que Norris, ce week-end, aura plus de rythme que les Aston Martin. Le très bon top 5 de Lando Norris. Comment dirais-je j'ai oublié le nom de mon pilote préféré. Fernando Alonso qui termine dans le top 6. Course difficile. 3615 code TF1, vous envoyez votre réponse 1, 2 ou 3 par SMS.